Bonjour Linda Kebab. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Je suis très heureuse de vous recevoir. Vous êtes quelqu'un qui a une grande personnalité, qui publie ce livre Gardienne de la paix et de la révolte aux éditions Stock. Je vous le recommande parce que non seulement on en découvre beaucoup sur votre parcours personnel, mais aussi sur l'état de la police, l'état réel de la police dans notre pays en 2020. On va revenir sur l'actualité de ce week-end, cette attaque du commissariat de Champigny. 40 individus qui arrivent équipés de barres de fer et de mortiers d'artifice. On va en voir les images. Les deux policiers qui sont juste devant le commissariat ont juste le temps de rentrer et fermer le sas. Et là, déluge de violence. On va voir ces images qui sont impressionnantes. Quand on en arrive là, Linda Kebab, ce n'est plus du séparatisme, c'est quoi? C'est de la défiance constante, c'est de la criminalité à ciel ouvert. Concrètement, c'est le pourrissement de la vie des concitoyens parce que le commissariat est au pied d'un immeuble. C'est en fait peut-être aussi de la négligence pure et simple à l'égard de la vie humaine. Il y a absolument une totale déconsidération pour les vies humaines que sont celles des policiers et de la population. Ensauvagement? Ou on est même au-delà de l'ensauvagement? J'aime pas rentrer dans les sémantiques politiques et je trouve ça d'ailleurs dommage qu'on s'attache tant à ces différences entre les ministres sur les rhétoriques de chacun, quoique elles démontrent quand même une sacrée mésentente sur le diagnostic et donc du coup on peut craindre une mésentente sur les solutions. Mais oui, il y a quelque chose d'inhumain, il y a quelque chose d'extrêmement sauvage dans ce genre d'attaque, il y a quelque chose finalement qui défie l'humanité même et dans une société pacifiée comme on peut en avoir une dans notre pays, c'est assez inquiétant sur la dérive qu'on peut découvrir dans des territoires qui sont ceux de la République, qui ne doivent pas être ceux du non-droit, qui ne sont certainement pas des territoires perdus, mais probablement plus abandonnés. Donc oui, il y a une véritable interrogation à se poser, parce que c'est peut-être de l'autre côté du périph', mais en réalité, ça peut concerner n'importe qui. Et des territoires perdus, mais pas pour tout le monde, comme vous le dites très bien dans votre livre. Gérald Darmanin a été sur place hier soir à Champigny, demande l'interdiction de la vente sur Internet des mortiers d'artifice. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin, demander l'interdiction de la vente des mortiers d'artifice, si on n'est pas certifié? Ou alors on affiche une véritable fermeté et on empêche finalement l'acquisition de ce type de mortier, parce que même des mineurs aujourd'hui peuvent en faire une acquisition assez simple. Enfin, on peut verbaliser autant qu'on veut, mais si dans les faits on continue à avoir de la vente, c'est un peu comme l'alcool interdit aux mineurs. En réalité, si on ne met pas de véritables moyens avec un réseau pour permettre finalement que les artificiers, les vendeurs puissent se retrouver finalement peut-être mis face à leur responsabilité en cas de vente à des particuliers, notamment à des mineurs, on fera du blabla pour rien. On parle beaucoup de Champigny, mais depuis le 1er janvier, je crois qu'il y a 50 commissariats en région parisienne. 50 qui ont été attaqués. C'est ça, oui, c'est à peu près 1 à 2 fois par semaine. C'est notre quotidien et ce qui est dramatique, c'est que c'est quelque chose qu'on n'arrête pas de répéter et on a le sentiment finalement de parler dans le vide. Moi, quand j'ai écrit ce livre, je ne l'écris pas à l'attention de mes autorités. D'ailleurs, ce livre a plutôt tendance à les agacer qu'autre chose. Mais je l'écris vraiment à l'attention du grand public pour qu'ils comprennent ce qu'est vraiment la police de l'intérieur, sans dogmatisme, sans extrémisme, sans populisme. La lecture de ce livre, elle peut être assez violente. Elle est violente parce qu'elle démontre finalement la violence à l'intérieur de la police nationale, ce que nous vivons au quotidien. Les suicides, mais pas que, les conditions de travail, mais pas que. Mais aussi, elle est violente parce qu'elle pousse chacun aussi un peu à déconstruire ses paradigmes, ses préjugés et à découvrir la police nationale telle qu'elle est vraiment. Pas telle qu'on aimerait vous la vendre, mais telle qu'elle est vraiment. Alors, surtout si on ne veut vraiment pas savoir comment ça se passe dans la police nationale, il ne faut pas lire ce livre, ça peut être très violent. Et pourtant, moi, je le recommande. Il n'y a pas que les commissariats qui sont attaqués. Il y a quelques jours, il y a 2 policiers à Herblay qui ont été lynchés. Puis, ils ont reçu des balles tirées de leurs propres armes de service par des suspects qui sont toujours en fuite. Là, encore une fois, on passe un cap. On s'attaque aux policiers juste parce qu'ils sont policiers. C'est de la haine à l'état pur. C'est de la haine à l'état pur, mais il faut aussi faire une introspective, une rétrospective. Comment est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui à ce qu'il y ait un sentiment d'impunité, voire même un sentiment d'héroïsme et vraiment, je mesure mon mot, chez certaines personnes quand elles s'attaquent aux policiers. Oui, je les attaque parce que ce sont des barbares. Oui, je les attaque parce qu'une certaine classe politique les décrit. Oui, je les attaque parce qu'il y a la curée médiatique à certains moments de l'année. Oui, je les attaque parce que l'opinion publique, finalement, nous dit que les policiers sont l'alpha et l'oméga du mal. Et donc, ces personnes-là, quand elles attaquent des policiers, il y a l'aspect évidemment délictuel et criminel de ces personnes, mais il y a aussi ce sentiment chez beaucoup de dire que si on s'en prend aux policiers, c'est parce qu'ils sont racistes, parce qu'ils sont violents, c'est parce qu'ils sont mauvais avec la population. Et en fait, on distille un discours de haine qui progressivement vient s'installer dans les rangs de la population et qui donne le sentiment qu'on peut s'attaquer impunément aux policiers. Factuellement, c'est le cas, impunément, parce que malheureusement, les sanctions ne sont pas lourdes. Ce n'est pas être extrémiste que d'appeler à des sanctions lourdes à l'égard des agresseurs de policiers, mais en réalité, c'est tout simplement la représentation physique contre nos propres vies de discours qui sont distillés toute l'année, d'une idéologie qui progressivement s'imprègne un peu dans les esprits, avec le sentiment de se dire c'est pas grave, c'est que des flics.
Il y a le procès, je crois, aujourd'hui à Nancy, du chauffard qui avait traîné un policier pendant 500 mètres au mois d'août. C'est votre syndicat qui avait diffusé la vidéo. Pour dire quoi? Pour dire, regardez ce qui se passe réellement et vous demandez quoi à la justice aujourd'hui? Oui, parce qu'on l'a découvert avec ces dernières années. Dans l'opinion publique, ce qui n'est pas montré dans l'image n'existe pas. Vous pourrez répéter, être redondant tant que vous voulez, tant que vous n'avez pas d'image à montrer de votre quotidien. Et ça, c'est le quotidien des policiers. C'est ce qu'on a beaucoup connu. C'est ce que beaucoup de nos collègues connaissent de manière presque hebdomadaire. Là, cette fois-ci, les collègues, avec leurs données personnelles, je tiens à le préciser, avaient une caméra embarquée dans la voiture. Je tiens juste à rappeler que cette diffusion de vidéos nous a valu des menaces de la part notamment de la justice qui nous reproche d'avoir rendu public une pièce d'enquête. Je pense aussi, et mes collègues syndicaux et collègues policiers de manière générale même diront qu'on aimerait avoir cette même sévérité de la justice quand il s'agit de diffuser des vidéos qui ont vocation à distiller de la haine contre les policiers. Donc oui, on avait montré cette vidéo pour montrer à l'opinion publique, pour dire voilà, regardez ce qu'on vit. Et il y a quelques semaines, donc début août, on a un collègue au Mans qui a été tué dans ce type d'intervention, dans les mêmes conditions. Il est mort et dans une espèce d'indifférence générale. On a pleuré notre collègue dans la cour d'armes de la préfecture du Mans, mais c'est notre quotidien. Le souci, c'est que ce n'est pas qu'une histoire de policiers, parce que nous sommes le rempart pour la population, là où nous assurons leur sécurité, nous assurons leur liberté. Et quand on le voit, et notamment à Champigny, où il y a des tirs de mortier au pied d'immeubles, quand on s'attaque à des policiers, on s'attaque à l'ensemble de la population. Ce qu'on veut faire passer comme message, et c'est notamment le but du rassemblement aujourd'hui à midi devant les commissariats, c'est de dire à la population, la sécurité, ce n'est pas une restriction de liberté, bien au contraire. Détachez-vous de cette phrase apocryphe qui suppose que celui qui, pour un peu de sécurité, prêt à renoncer à la liberté, ne mérite ni l'un ni l'autre. Bien au contraire, dans un État pacifié comme le nôtre, s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de liberté, qu'elle soit collective ou individuelle. La sécurité, c'est la garantie des libertés. Donc nous appelons nos concitoyens, notamment dans les quartiers populaires, les premiers qui sont exposés à la violence, à s'associer aux policiers aujourd'hui dans les rassemblements. Midi, donc, devant les commissariats, mouvement de colère des policiers. Le président Macron va aller recevoir les syndicats de policiers jeudi. Est-ce que vous en attendez quelque chose? Est-ce que c'est la première fois? On ne veut pas encore une énième réunion. On en a eu une, c'était début 2018, je crois, qui finalement n'a pas donné grand-chose. Peut-être l'envie de calmer, parce qu'évidemment, il y a une colère qui gronde, une révolte, une véritable indignation dans les rangs, qui couve et qui est en train d'exploser. Il y a quelques mois, au mois de juin, on se souvient de la révolte, de la fronde des policiers qu'on avait invité à se rassembler et à qui on avait proposé de jeter les menottes par terre, et le mouvement a été extrêmement suivi. Et puis, aujourd'hui, le président de la République, oui, a conscience que la colère des policiers, c'est aussi l'indignation collective d'un corps de métier qui s'expose, qui engage son intégrité physique tous les jours pour assurer la sécurité de chacun d'entre nous, et qui est finalement mis de côté, au rabais, qui est déconsidéré, qui fait finalement l'objet de tweets, de discours politiques, mais jamais de véritables mesures et de véritables politiques, qu'elles soient pénales ou de l'intérieur. Le président de la République donc, nous reçoit, c'est vrai. On espère avoir des réponses. On a un cahier revendicatif que je ne veux pas étaler ici parce que je pense que ça n'intéresse pas le téléspectateur, mais on a un cahier revendicatif technique bien cohérent qu'on propose depuis notre élection, notamment en 2018 aux élections professionnelles, puisque nous sommes le premier syndicat de la police nationale. On aimerait juste avoir des réponses concrètes et qu'on arrête de nous faire croire qu'on essaie d'étouffer un petit peu la colère. Parce que, vous savez, on l'a vu avec les gilets jaunes, on fait étouffer, mais au bout d'un moment, ça explose. Et je pense qu'à moins de 2 ans de la présidentielle, ce ne serait pas une bonne idée que la colère des policiers explose. Non. Un vent de révolte parmi les policiers? Bien sûr. Envisagé? Bien sûr, il y a un véritable... Mais le vent de révolte, au-delà de l'envisager, on le sent, on le ressent, on est nous-mêmes révoltés. C'est aussi le propos de mon livre et le titre notamment. Mais on la ressent, cette révolte. Enfin, quand des policiers se rassemblent la nuit, quand ils jettent des menottes par terre dans un état de droit comme le nôtre, finalement, qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre finalement qu'un sentiment de révolte dans les rangs de la police? Le souci, c'est que la révolte, progressivement, elle se transforme en colère, et on sait comment est-ce que la colère se définit sur la voie publique. Elle se définit peut-être par la désobéissance. C'est pas ce qu'on souhaite. Il faut vraiment que le politique prenne en considération finalement les revendications des experts de terrain que nous sommes et arrête de faire les blablas, parce que je pense que les sondages IFOP, ça va un temps. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on a des éléments qui sont concrets, qui sont factuels sur le terrain. On appelle juste à ce que les autorités, ceux qui ont été désignés par le peuple pour prendre des décisions dans l'intérêt collectif, prennent aussi en considération nos revendications, parce qu'elles sont aussi dans l'intérêt collectif. Bien sûr. Alors, dans ce qu'on découvre aussi dans ce livre, ce sont les coulisses de la police, notamment les statistiques de la délinquance. Vous dites que c'est une vaste fumisterie. Par exemple, s'il y a un parking souterrain avec 20 voitures dégradées, il y aura 20 procédures au lieu d'une seule. Pareil pour les stupéfiants. Au lieu d'arrêter un dealer, on sanctionne 50 consommateurs parce que ça fait 50 procédures et ça fait du chiffre. Et ça rend impossible le travail des policiers sur le terrain. Ça rend impossible le travail des policiers, ça
crée un sentiment d'inutilité, sauf que quand vous êtes un idéaliste, rentrer dans la police, c'est être idéaliste, c'est vouloir défendre la veuve et l'orphelin, et que vous vous rendez compte que les chiffres sont falsifiés, et que du coup, les grandes causes nationales, les grandes causes politiques sont elles-mêmes finalement falsifiées, puisque quand vous décidez que le trafic de stupes, c'est une question nationale prioritaire, et qu'en réalité, on va dans un mois vous présenter des chiffres en disant, regardez, on a fait tant d'affaires de stupes, sauf que quand vous regardez dans le détail, ce qu'on ne vous donnera pas, en tout cas dans ces détails-là, c'est que ce sera des petits consommateurs, ce seront des petits détenteurs, mais est-ce qu'on aura vraiment démantelé des grands réseaux, c'est-à-dire est-ce qu'on aura vraiment tenté de mettre fin à ce fléau qui est celui du trafic de stupéfiants en France? Mais pas forcément. C'est quelque chose qu'on a connu il y a une dizaine d'années avec l'intégration de la politique du chiffre sous Sarkozy. Notre inquiétude aujourd'hui, c'est qu'elle soit remise au goût du jour, sachant que la politique du chiffre, en réalité, n'a jamais vraiment été abandonnée. Il faut savoir qu'une grande partie des primes des commissaires de police dépend des chiffres. Et donc, il y a 2 ans, 3 ans, quand le ministre de l'époque, c'était M. Collomb, avait dit on met fin à la politique du chiffre. Il l'a dit d'un point de vue ministériel, mais en réalité, sur l'opérationnel, ça n'a jamais été arrêté. Notre inquiétude aujourd'hui, c'est qu'elle soit à nouveau déclinée de cette façon. Donc, dans 2 jours, demain, le ministre propose de nous présenter sa déclinaison de sa politique, en tout cas, qu'il a déclaré comme étant chiffré il y a 2 mois par voie de presse. Donc on attend de voir si jamais c'est quelque chose qui concrètement est acceptable, qui est sain et qui est digne de ce qu'une police nationale doit attendre de son ministre. Moi, je serai la première à lui faire honneur, mais en revanche, je serai la première aussi à la critiquer, s'il le faut. Vous plongez aussi dans les problèmes que rencontre la police. Vous évoquez le sujet du racisme dans la police. Vous dites qu'effectivement, il y a une forme de racisme dans la police, mais que loin s'en faut, l'ensemble des policiers ne sont pas à blâmer et ne sont pas racistes. En fait, le souci avec la police, c'est qu'on s'attaque aux conséquences et jamais aux causes. Je vais vous faire une démonstration toute simple. Il y a des médecins dont la vocation est de sauver des vies qui violent leurs patientes, c'est documenté. Il y a des infirmières dans les EHPAD qui maltraitent au point de conduire à la mort. Il y a des professeurs qui sont racistes, qui poussent certains élèves à la dépression, élèves eux-mêmes qui se suicident. Est-ce que pour autant on vient stigmatiser l'institution dans sa mission, c'est-à-dire dans sa mission première à l'égard de la société et du bien-être qu'elle est supposée apporter? Non, c'est-à-dire qu'on fait la part des choses entre les individus et l'institution. Nous, c'est ce qu'on demande, c'est ça, c'est de dire en gros que l'institution policière, ou alors on est d'accord d'un point de vue idéologique pour dire que c'est une institution qui est nécessaire dans notre pays, ou alors on la combat, on la bafoue, on la défie en lui prêtant toutes les tares possibles et tous les vices humains qu'on peut imaginer, en malheureusement manipulant aussi une grande jeunesse. J'en parle dans mon livre, comment est-ce que le community organizing, donc c'est une organisation communautaire, s'installe avec notamment souvent de l'ingérence étrangère, et comment est-ce qu'on apprend à des gamins de 20 ans qui n'ont jamais eu affaire à la police, qui sont d'éternelles victimes de la police parce qu'ils sont noirs ou arabes, ce qui est vraiment un discours triste et déplorable. Mais moi, je pointe en fait en disant, oui, il y a des racistes dans la police comme il y en a partout. Il y en a chez les magistrats, il y en a chez les journalistes, il y en a chez les médecins. On a parlé notamment de polémiques il y a quelques semaines dans le milieu médical, etc. C'est pas le sujet. C'est comment est-ce que la hiérarchie va combattre finalement ce petit fléau de société, d'un corps qui représente l'ensemble de la population. Comment est-ce que la hiérarchie va combattre ce petit fléau qui progressivement peut devenir grandissant? Eh ben, il n'y a pas de combat en interne en réalité. On a une hiérarchie qui constamment lève le tapis et met la poussière en dessous en se disant on n'a pas assez d'effectifs, on a des services qui sont décrépits, pour lesquels il n'y a pas d'appétence, dans lesquels les effectifs n'ont pas envie d'aller. Et donc du coup, plutôt que de se défaire d'un effectif qui peut nuire à l'ensemble, on va le garder. Sauf que des fois, ça explose notamment dans la presse avec des effectifs qui disent j'ai été victime et pas entendu de ma hiérarchie. Ça jette l'opprobre sur l'ensemble de l'institution. Mais qui sont les responsables? Ce sont ceux qui ont vocation normalement à diriger, à manager, qui sont grassement payés pour, et qui malheureusement nous disent en réponse oui, mais vous savez, j'ai pas envie de faire le ménage dans mon service parce que sinon je fais s'orienter les regards vers moi et j'ai vraiment pas envie de jeter l'opprobre sur ma propre personne. Donc c'est vraiment l'autocensure. Ce livre, c'est aussi une belle illustration de votre parcours républicain, un bel exemple d'intégration républicaine. Vous revenez sur vos origines, vos envelins, vos parents qui vous disent voilà, votre chance d'être né en France, cette terre où sont accordés les mêmes droits que tout le monde sans distinction. Et puis voilà, encore une fois, il y a cette volonté que vous avez toujours eue d'aller faire bouger les lignes, d'aller changer les choses, de faire changer le monde. Vous n'êtes pas un peu découragé aujourd'hui? La police, elle peut être encore améliorée, elle peut bouger? Elle doit. Si elle ne l'est pas, je n'ose imaginer ce qui peut arriver à ce pays dans lequel je suis née, dans lequel j'ai grandi et dont je suis une citoyenne à part entière. J'ai la chance d'être née dans un pays républicain dans lequel les droits sont accordés à tout le monde, quelle que soit son ethnie, quelles que soient ses croyances, quelle que soit sa philosophie, quelles que soient ses orientations politiques. C'est une véritable chance qui est galvaudée, qui est instrumentalisée aujourd'hui.
qui fait l'objet de discours politiques incessants au détriment des valeurs en réalité que sont celles de notre Constitution et de notre République. Moi, je me dis, j'ai de la chance en fait d'être née, certes, dans une classe populaire, moi je dirais tout simplement pauvre, mais en réalité mon combat aussi c'est de dire que ce n'est pas parce que nous sommes pauvres, c'est pas parce que on vient d'un quartier populaire, c'est pas parce qu'on n'a pas de réseau, c'est pas parce qu'on n'a pas de parents instruits, moi mes parents étaient analphabètes, qu'on est condamné à l'exil, qu'on est condamné à la déshérence, qu'on est condamné à tirer des mortiers, qu'on est condamné à tomber dans le trafic de stupes. On n'est pas condamné à ça, c'est une question de volonté personnelle. Je pense qu'il faut aussi regarder sa propre introspection et de se dire qu'est-ce que je suis capable de faire pour moi-même et peut-être qu'est-ce que je suis capable aussi de faire pour les autres. Moi c'est le sens de mon engagement dans la police, c'est le sens de mon engagement dans le syndicalisme. Évidemment que j'ai un peu d'espoir. Si on commence à éteuter ce bout d'espoir qui nous reste en tant que syndicaliste, on ne fait plus rien. Et le cap d'après, ce serait quoi? De devenir politique, une ambition politique pour Linda Kemal? Non, on me prête souvent ce type d'ambition, mais je pense que comme beaucoup de mes concitoyens, je suis une orpheline politique, je me retrouve nulle part. J'ai cru, j'ai arrêté de croire. Et puis, voilà, on m'avait déjà approché à plusieurs reprises. J'ai décliné très poliment, mais je n'ai pas vocation à être dans une assemblée, à appuyer sur le bouton sur lequel on me demandera d'appuyer avec le groupe. Je suis très attachée aux questions de sécurité intérieure. Mes parents viennent d'un pays qui a connu 10 ans d'une guerre civile et où il n'y avait plus de liberté, il n'y avait plus de sécurité. Et moi, j'ai eu conscience, parce que je l'ai vu de mes propres yeux quand on y allait en vacances, que là où il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de liberté. Là où il n'y a pas de sécurité, il n'y a plus de liberté de parole, de penser, de sortir, de rire, de danser, de critiquer, d'être journaliste, d'être un intellectuel ou un artiste. Vraiment, c'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur. Donc, les questions de sécurité intérieure sont primordiales pour moi. J'en parle dans mon livre de la création de ce think tank, ce laboratoire d'idées, quelque chose qui n'existe pas encore en France, avec différents protagonistes, des questions de sécurité intérieure et qui se joignent à l'aventure. Et c'est une belle aventure d'ailleurs qui débute, que je vais faire en parallèle avec mon engagement syndical. Mais la politique, non, c'est pas fait pour moi. C'est fait pour les grands orateurs et pour ceux qui savent vendre du rêve. Je ne sais pas le faire. Fière d'être policière, en tout cas, pour vous, Linda Kemal. Très fière. Gardienne de la paix et de la révolte, ce livre que je vous recommande aux éditions Stock. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.